Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler du plan numérique du barreau de Paris. On parlera également des enjeux de la transposition de la directive sur les procédures collectives. Et enfin, on parlera des tendances dans le secteur des infrastructures. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Éric Lequelennec, membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, pour évoquer le plan numérique du barreau de Paris. Éric, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, a décidé de lancer un plan numérique? C'est une de ses promesses de campagne. Il s'agit de remplir 3 objectifs. Le premier, c'est évidemment de faire monter en compétence les confrères dans l'usage des outils numériques. Deuxième objectif, il s'agit également de réduire la fracture numérique entre les petits cabinets plutôt mal outillés, mal formés, les gros cabinets qui bénéficient de toutes les aides et les infrastructures leur permettant de bénéficier des avantages numériques. Troisième objectif, c'est vraiment de pouvoir se saisir de toutes les opportunités qu'offre le numérique, que ce soit en termes de développement de clientèle, mais également peut-être aussi de se lancer dans l'aventure du numérique, de développer leur propre application, pourquoi pas. Alors on voit que c'est un engagement tenu grâce à la mobilisation des services de l'ordre, la DSI, le service de la documentation, mais aussi l'incubateur du barreau de Paris et certains prestataires extérieurs qui nous ont apporté vraiment beaucoup d'énergie et toutes leurs compétences dans ce beau projet. Alors pour ce faire, donc le barreau de Paris a fait développer une plateforme sur laquelle on trouve un certain nombre d'outils à destination des avocats parisiens. Quels sont ces outils ? Alors, ils sont nombreux et le premier outil, c'est déjà l'ergonomie et la manière dont on va accéder aux informations dans cette plateforme qui est intelligente. Vous avez un questionnaire qui permet de tester vos connaissances, vous, en tant qu'avocat. Et puis, en fonction de votre connaissance du sujet, eh bien, vous aurez des contenus qui vont automatiquement s'afficher, que ce soit en termes de fiches pratiques, il y en a une 50aine, que ce soit en termes de propositions de formation, mais également d'outils adaptés justement à votre cabinet et aux activités, aux domaines que vous pouvez couvrir. Les fiches pratiques, elles sont une 50aine, elles regroupent beaucoup de questions par rapport évidemment à l'utilisation des outils numériques, à la bureautique, mais également à la conformité au RGPD et j'ajoute également à l'utilisation des bases de données numériques. On sait que là aussi, Légifrance vient de changer de version, beaucoup de confrères sont perdus, donc nous avons également des éléments très concrets, des formations et évidemment aussi toute une liste, un catalogue d'outils que nous avons pu donc identifier grâce notamment aux membres de l'incubateur et à la DSI et en partenariat avec Preferentia, qui est la référence incontournable pour l'achat des confrères, qui fait d'ailleurs partie du barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers. Nous avons très clairement sélectionné des offres tout à fait adaptées pour les confrères. Barreau de Paris uniquement en revanche à ce niveau-là, c'est concernant la relation avec les éditeurs. Nous avons également tout un catalogue d'offres qui ont pu être négociées pour les cabinets en solo. Avec des aides pour choisir justement parmi tous ces outils ou ces éditeurs? Absolument. Nous avons également veillé à ce que chacune de ces offres corresponde aux grandes typologies d'activités des confrères en fonction de leur activité, bien sûr, leur spécialité également. Alors il y a également des formations qui sont possibles pour les avocats parisiens. Quelles sont-elles ? Elles sont très nombreuses. Vous avez d'abord les formations liées à l'usage des outils numériques, donc vraiment la bureautique, comment bénéficier de l'effet de levier d'un outil Word ou d'un tableur Excel bien maîtrisé pour justement gagner en productivité. Au-delà de ces outils, nous avons également un enjeu très fort et majeur dans les cabinets. À la faveur de la Covid, malheureusement, on a constaté une recrudescence du hacking et toute forme de piraterie. Nous avons négocié et la DSI a travaillé avec un partenaire, SideQuest, qui a vraiment développé tout un cycle de formation en e-learning sur comment on, face à une menace évidemment très forte, s'adapte pour mettre son cabinet en sécurité. Là aussi, je fais le lien avec les outils qui sont par ailleurs disponibles dans Preferentia. Troisième grande catégorie de formation, c'est tout ce qui a trait précisément à l'usage de la documentation numérique. Nous avons, avec un partenaire et les services documentation de l'ordre, autrement dit vraiment par niveau, tout un ensemble de formations pour justement non seulement utiliser Légifrance nouvelle version, les bases de données juridiques partenaires et autres,
Et enfin, comprendre ce que peut être la jurimétrie pour savoir aussi bénéficier des opportunités de ces nouveaux outils qui n'ont rien à voir, comme on peut s'en douter, avec une base de données juridiques documentaires classique. Peut-être un dernier mot en guise de conclusion. Vous avez cité un certain nombre d'outils et de formations pour aider les avocats parisiens dans la transformation numérique. Quel regard vous portez sur la transformation numérique des avocats parisiens ? Eh bien, les avocats parisiens sont vraiment proactifs. Je pense tout particulièrement que malgré les circonstances, aucun cabinet, ou presque, ne s'est arrêté. Ils ont su continuer de travailler avec leurs clients à distance en mode ATAWAD, finalement, at work, anywhere, anytime, any device. Et au-delà de ça, il s'agit pour eux maintenant de bénéficier de cette culture numérique qui est rentrée dans tous les cabinets pour développer leur clientèle et, j'imagine, aller sur un service de meilleure qualité encore grâce à ces outils, une meilleure proximité paradoxalement avec les clients. C'est possible, ils en sont conscients. Et j'invite d'ailleurs tous les avocats parisiens à nous rejoindre le 10 septembre prochain à la Maison des avocats Porte de Clichy. Nous aurons toute une journée autour du numérique pour faire la démonstration, si besoin était encore, de tous les bénéfices que l'on peut en retirer. Eh bien, on y sera et on invite donc les avocats parisiens à nous rejoindre. Merci Eric. Avec grand plaisir, Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va évoquer les enjeux de la transposition de la directive sur les procédures collectives. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Moussatov, avocat associé chez Brown Rudnick. Arnaud, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Quel est l'objectif de cette transposition ? Alors, au plan national, du point de vue du praticien que je suis, l'enjeu essentiel est de trouver un point d'équilibre entre les intérêts respectifs des débiteurs et des créanciers dans le cadre des procédures de restructuration. Il faut bien savoir que traditionnellement, on oppose deux systèmes. Un système latin, comme le nôtre, qui est plutôt pro-débiteur, et un système anglo-saxon ou germanique qui est plutôt pro-créancier. Alors, il ne s'agit pas de passer d'un système à l'autre, mais de renforcer les pouvoirs des créanciers dans le cadre des restructurations face aux débiteurs. Pour trois raisons essentielles, je dirais. D'une part, parce que il est essentiel d'assainir les bilans des banques et de les nettoyer de ce qu'on appelle les non-performing loans, c'est-à-dire des loans non productifs dans les sociétés sous-performantes. Et ça, c'est une obligation compte tenu d'un certain nombre de contraintes européennes. Donc, nettoyer les bilans des banques. Ensuite, il y a aussi inciter les financiers alternatifs à investir justement dans dans le tissu économique et apporter leur soutien aux entreprises. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on attaque une nouvelle phase, une phase de rebond où il est excessivement important de redonner du pouvoir aux créanciers pour qu'ils souhaitent investir dans nos entreprises. Et je dirais dernière raison à ce rééquilibrage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est une fabuleuse occasion, cette transposition, dans le contexte du Brexit, de faire de la France, en fait, la place des restructurations transfrontalières en Europe face à l'Allemagne et aux Pays-Bas qui poussent et qui sont d'ailleurs en avance sur nous puisque eux, ils ont déjà transposé de leur côté. Alors, quelles sont les options possibles de transposition ? Alors, on attend toujours l'ordonnance et il y a un certain nombre d'orientations qui ont été données par le gouvernement. L'ordonnance est probablement en stand-by compte tenu du contexte, mais je pense je peux déjà vous livrer quelques orientations et je classerai les mesures envisagées en trois catégories pour schématiser. Vous avez des mesures qui sont en réalité déjà en vigueur parce qu'elles ont été instaurées par les ordonnances Macron. Ces mesures, qui étaient de nature temporaire, vont devenir pérennes. Je pense notamment à la possibilité de forcer les créanciers à suspendre les poursuites dans le cadre d'une procédure préventive, dans le cadre d'une procédure de conciliation. C'est une mesure qui va être pérennisée. Je pense également au privilège de post-money, qui est le pendant en procédure collective du privilège de new money. Donc c'est un privilège qui s'appliquera
en sauvegarde ou en redressement à tous les investisseurs qui injecteront des fonds à ce moment-là dans l'entreprise. Il y a une deuxième catégorie de mesures dont l'objectif est de donner plus de visibilité à l'arsenal de nos procédures et à simplifier. On a une fusion notamment de la sauvegarde accélérée, de la sauvegarde financière accélérée pour en faire qu'une. Et puis, il y a des mesures qui vont tendre à mieux différencier la procédure de sauvegarde de la procédure de redressement. Je passe parce que le plus important, ce qui est au cœur de la réforme, c'est l'introduction en droit français des classes de créanciers qui vont venir se substituer au comité des créanciers. Là, c'est une application en fait du modèle anglo-saxon et du modèle germanique que on va introduire dans notre système. En fait, on remplace les comités de créanciers qui étaient réunis en leur sein en fonction de la qualité des créanciers, c'est-à-dire établissement de crédit, fournisseur ou obligataire, et on passe à un système où les créanciers vont être classés en fonction d'une communauté d'intérêts, en particulier du point de savoir s'ils sont garantis par des sûretés réelles ou pas. Donc c'est la prise en compte en fait de privilèges à la fois légaux et conventionnels qui est aujourd'hui introduite en droit français. Alors, est-ce que la future ordonnance va bouleverser les restructurations d'entreprises? On parle de mini-révolution, mais il faut relativiser les choses. Ces classes de créanciers vont être introduites en fonction du fait que des entreprises dépassent le seuil de ce qu'on appelle les micro-PME. Donc cela va représenter, si on regarde les statistiques des tribunaux de commerce, pour les sauvegardes et le redressement, à peu près 2% des procédures, et j'exclus bien évidemment la liquidation judiciaire. Maintenant, il est certain qu'il va y avoir du changement, et probablement, effectivement, avec le système de ce qu'on appelle de cross-class cram-down, où en fait le tribunal va pouvoir appliquer de manière forcée un plan de restructuration soumis au vote des classes à condition qu'au moins une classe ou la majorité des classes votent en faveur de ce plan. Et il est très probable que on ait des créanciers et c'est un mouvement qui est déjà engagé, qui dans le cadre de ces restructurations parviennent à prendre le contrôle d'un certaines entreprises en convertissant leurs dettes en capital. Maintenant, j'émets quand même deux réserves. C'est que dans les orientations qui sont données par le gouvernement, il est indiqué que le débiteur pourrait s'opposer à ce mécanisme d'application forcée. Donc, il faut savoir quelle est l'étendue du droit qu'on va donner au débiteur de s'opposer à cette application forcée. Et puis, j'émettrai une deuxième réserve, c'est que il y a un nouveau concept qui est aussi introduit en même temps que c'est le système des classes de créanciers, qui est le concept du crash test, c'est-à-dire que les tribunaux de commerce vont devoir apprécier les plans et ne pourront les imposer aux créanciers opposants qu'à condition qu'en fait le plan qui leur soit présenté leur soit plus favorable que s'ils se retrouvaient dans une situation de liquidation judiciaire. Donc ça va être très intéressant de voir aussi comment les tribunaux de commerce vont faire application de ce nouveau concept et comment ils vont l'articuler aussi avec les trois critères usuels d'appréciation des plans qui étaient la pérennité de l'exploitation, la préservation de l'emploi et l'appurement du passif. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler infrastructure. Quelles sont les tendances dans ce secteur? On en parle tout de suite avec mon invité François April, associé chez Linkletters. François, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les tendances dans le secteur des infrastructures? Bien, merci de me recevoir. Écoutez, je crois que les secteurs d'infrastructure, on peut inclure également les énergies dans le secteur parce que en réalité, c'est un secteur qui est très porté par les énergies. Disons, a connu une très très forte résilience lors de la crise qu'on a connue, la crise du Covid depuis plus d'un an maintenant. C'est une tendance qu'on avait déjà observée lors de la première crise des subprimes en 2008. Les énergies et les infrastructures sont de manière générale
général, on va dire, des industries ou des secteurs contracycliques qui attirent, quoi qu'il arrive, les investissements, puisqu'on aura toujours besoin d'infrastructures et d'énergie, quels que soient les cycles économiques que l'on connaît. Donc ça s'est vérifié et même amplifié pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est un secteur qui a été jugé comme prioritaire, qui a même connu, on va dire, un statut de valeur refuge. Donc les investisseurs ont continué et ont même été davantage attirés, et aussi parce qu'aujourd'hui on connaît le phénomène de l'urgence climatique. On a des objectifs en termes de décarbonation de l'économie qui sont de plus en plus importants. Le temps manque. On est en train d'accourir rapidement aux échéances que les différents pouvoirs publics ont fixées en cette matière. Par exemple, l'Union européenne considère qu'il va falloir qu'on réduise de presque 80%, 80-90% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2050. Et déjà à l'horizon 2030, on a des objectifs qui sont à peu près à mi-chemin. Donc Aujourd'hui, on en est où là-dessus? On en est, ça dépend des pays. La France d'ailleurs se place très bien grâce en fait, au parc nucléaire qui par nature qui représente la part principale du bouquet énergétique français et qui par définition ne rejette pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la France est, on va dire, probablement respecte les engagements, notamment des accords de Paris. Mais pour le reste de l'Europe, les situations sont très contrastées, il y a encore beaucoup de travail. Mais néanmoins, la France s'est fixé des objectifs très ambitieux en la matière. Donc on assiste à un investissement massif, un redéploiement des ressources vers ce secteur. Ce qu'on voit par exemple, c'est comme tendance, c'est que par exemple les majors pétrolières massivement se tournent vers ces secteurs. Des sociétés comme Enel, Shell ou Total, qui d'ailleurs vient de changer sa dénomination sociale, Total Energy. Clairement, il y a une très très forte pression également de leurs propres actionnaires, qui considèrent que, d'ailleurs on l'a vu avec les majors pétrolières américaines, où leurs actionnaires eux-mêmes commencent à trouver que le mouvement ne va pas assez vite dans cette reconversion. Donc on voit l'irruption, si vous voulez, de ces nouveaux acteurs dans ces secteurs qui entraînent une dynamique très forte de concurrence accrue pour les capitaux et les nouveaux projets. Donc dynamique très forte des projets, mais qu'en est-il du droit? Comment évolue-t-il en la matière? Alors le droit, en fait, accompagne ce mouvement qui prend note en fait de la maturité accrue de ces nouvelles technologies. Alors qu'il y a, on va dire, 15 ou 20 ans, les investissements devaient bénéficier de soutien public, on assiste de plus en plus avec l'arrivée à maturité de ces technologies, à une plus grande exposition aux forces du marché. Donc là, ça se traduit dans les normes juridiques par la réduction, je ne dirais pas la réduction du soutien public, mais sa modulation pour exposer davantage les acteurs, les producteurs, vers les forces du marché. Par exemple, alors qu'avant, on demandait à ce que les producteurs puissent bénéficier, par exemple, de vendre à un prix préférentiel 100% de leur production à des entités telles que EDF. Aujourd'hui, on demande aux nouveaux producteurs d'énergie renouvelable de vendre sur le marché et de bénéficier d'un complément de prix si le prix qu'on peut trouver sur le marché n'est pas suffisant pour rémunérer leurs capitaux. Mais même, on voit que petit à petit, et en plus on voit également qu'il y a que ce prix est déterminé par appel d'offres, alors qu'avant c'était un guichet ouvert. Donc ça, c'est une tendance assez forte, et bientôt on verra peut-être même que ces producteurs paieront la différence entre le prix de marché et ce prix garanti au pouvoir public ou à leurs représentants, puisqu'on considère que le prix de marché est appelé à même dépasser ces prix garantis. Alors on a vu les tendances fortes dans le secteur. Comment accompagnez-vous les entreprises dans le domaine et sur quel type de projet par exemple? Eh bien, c'est assez varié. Je pense qu'on est très présent. D'abord, on s'est organisé de façon à rassembler des experts du secteur des infrastructures et de l'énergie. Très souvent, les cabinets d'avocats ont une tendance naturelle à dire, voilà, je suis spécialiste du financement, spécialiste des fusions-acquisitions, ou d'autres, on va dire, d'autres disciplines juridiques. Mais en fait, les clients, ce qui les intéresse avant tout, nos clients, c'est la connaissance du secteur, notre capacité à comprendre et anticiper les besoins et les contraintes de nos clients.
Donc on a réuni des groupes qui sont capables, dans toutes les disciplines juridiques, de répondre à ces besoins. Alors les exemples d'opérations sont assez variés. On a par exemple conseillé les prêteurs sur les financements éoliens offshore qui ont été clôturés. Les premiers projets éoliens offshore à atteindre leur clôture financière sur le marché français, qui sont Saint-Nazaire, Courseulles et Fécamp. Il y a d'autres appels d'offres qui sont en cours. On accompagne nos clients, par exemple, également dans ce type d'appels d'offres. Merci François April d'être venu sur le plateau de LexInsign. Je vous en prie. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de LexInsign.